standard du PMBOK 7, les 12 principes du management de projet. Tout d'abord, essayons de parler de cette notion de culte du cargo pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle des 12 principes. La notion de culte du cargo, c'est un vrai culte, adopté dans certaines cultures du Pacifique, dans certaines îles, où on a constaté que des habitants, des autochtones, croyaient que si ils faisaient un certain rituel, ils auraient des biens et des produits développés qui vont venir et être livrés par cargo. Cette notion a été utilisée dans le management pour donner l'image de personnes qui faisaient un certain nombre de rituels, pensant qu'avec ces rituels, ils appliquaient des principes modernes de management. Quel est le lien entre le culte du cargo et notre vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, parlons de processus contre principe, parlons de ce fameux PMBOK 7. Le PMBOK, c'est un référentiel de connaissances très célèbre, très connu, édité par PMI. Et on voit que dans le PMBOK 6 et les PMBOK précédents, c'était des PMBOK basés sur les processus. Il y avait un certain nombre de processus dans lesquels, quand on les suivait, on appliquait plus ou moins un certain nombre d'outils et techniques, on arrivait à une gestion de projet très cohérente, très correcte. Quand on arrive à l'élaboration du PMBOK numéro 7, les auteurs du PMBOK numéro 7 se sont dit très bien. Beaucoup de gens utilisent les processus, beaucoup de gens les connaissent, mais si on ne sait pas pourquoi il y a eu ces processus, sur quel principe c'est basé, ça devient un peu une sorte de culte du cargo, certains aussi l'appellent l'effet du culte du cargo. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des processus, mais c'est aussi fondamental de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est pour ça que le PMBOK 7 est un standard basé sur les principes. On veut comprendre le fond des choses, pourquoi on fait les choses, pas uniquement quel outil on doit appliquer, quelle méthode on doit appliquer pour avoir ce résultat. On s'est rendu compte que les gens appliquaient parfois des méthodes sans savoir d'où ça venait et quelle en était l'utilité, sans connaître le principe de base. Et c'est une révolution intéressante, dans le sens où on a un certain nombre de principes, on a toujours des processus, les processus sont toujours viables, mais ça ne sert à rien d'appliquer des processus si on ne connaît pas le principe qui est derrière. Un bon manager de projet doit avoir une excellente base en termes de principes, puis après avoir une connaissance des processus pour savoir les appliquer. S'il a juste les processus et qu'il ne sait pas comment les appliquer, pourquoi on fait ça et pas ça, il sera perdu. Le PMBOK 7 aborde dans son chapitre 3 du standard du PMBOK les 12 principes du management de projet. Ces 12 principes sont conformes aux valeurs identifiées dans le code de déontologie du PMI, ce code de déontologie dont on a parlé dans une précédente vidéo qui aborde 4 valeurs principales qui sont la responsabilité, le respect, l'équité et l'honnêteté. Et ces 12 principes sont complémentaires aux 4 valeurs de PMI. Quels sont les 12 principes? Nous avons la gestion, l'équipe, les parties prenantes, la valeur, la pensée systémique, le leadership, l'adaptation, la qualité, la complexité, le risque, l'adaptabilité et résilience et le changement. Ces 12 principes sont écrits sous forme de principes. Par exemple, si je prends l'équipe, le principe est écrit « Créer un environnement collaboratif pour l'équipe projet ». Donc, dans ces 12 principes, il y a le nom, l'appellation du principe. Par exemple, le premier, c'est être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif. Puis après, vous avez le nom court, qui est gestion, par exemple, équipe, partie prenante. Donc là, c'est juste les noms courts. Il n'y a pas de principe qui s'appelle gestion. Puis après, on va les voir un à un, avec chacun son identification précise et son contenu. On commence par le premier, qui est celui de la gestion. Alors, le mot gestion, j'aime bien le mot anglais utilisé dans le principe qui s'appelle stewardship ou accompagnement. Et le principe, c'est être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif. Tout d'abord, un gestionnaire, n'oublions pas qu'on est dans le cadre du management de projet, donc là on parle de gestion de projet. Donc les gens qui interviennent dans la gestion de projet doivent être diligents, il doit y avoir le respect, et on se rappelle l'une des valeurs de PMI, et attentifs, ils doivent porter attention aux choses qu'ils font. Gestion, accompagnement. Les gestionnaires agissent de façon responsable. Quand on travaille, quand on gère un projet, on est responsable de ce qu'on fait. Pourquoi? Pour mener les activités dans le respect des directives internes et externes. Quand on parle de directives internes et externes, interne, ça peut être les procédures de l'entreprise, externe, ça peut être les lois du pays, les standards industriels appliqués dans le pays, donc externes à l'entreprise.
Ils font preuve d'une grande implication concernant les impacts financiers, sociaux et environnementaux des projets desquels ils s'occupent. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, responsabilité environnementale de l'entreprise. Lorsque je fais un projet dans un endroit X, je dois me préoccuper des impacts financiers, sociaux et environnementaux. Par exemple, si mon projet a un impact sur l'environnement, je dois me préoccuper de cela et l'intégrer dans mon projet. Le projet n'a pas uniquement d'objectifs financiers. C'est vrai qu'il y a l'argent derrière le projet, mais je dois me préoccuper de différents types d'aspects. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont mises en avant dans cette gestion? Le premier, c'est l'intégrité. La première chose qu'on demande à un chef de projet, c'est d'être intègre, d'être honnête, d'être doté d'éthique dans son engagement, dans son travail et dans sa communication. Quand on travaille avec quelqu'un, il faut toujours avoir l'honnêteté et l'intégrité en première ligne de mire. Deuxième chose, c'est l'attention. On doit superviser, gérer le travail avec diligence. Ça veut dire que on doit faire attention aux aspects, je viens de citer l'exemple de l'environnement, de l'utilisation des ressources à caractère durable. Si je travaille dans un endroit où il y a des ressources en eau qui sont limitées, je ne dois pas renforcer la disparition de cette ressource, je dois par contre préserver cette ressource de la disparition. Je dois avoir en tête que quand je gère mes ressources ou mon travail, je dois le faire avec attention. Et cette attention est portée aux ressources naturelles, aux conditions de vie des habitants, au côté social, etc. Troisième chose, c'est la fiabilité. Si je travaille dans un projet, je dois être quelqu'un de fiable et d'identifier activement, régulièrement, les conflits entre mes intérêts personnels et ceux de l'organisation du projet. S'il y a un conflit d'intérêts, je dois le gérer. Je ne dois pas être quelqu'un qui pourrait être empreint d'intérêts personnels et qui pourrait faire dévier le projet de son utilisation finale. Et je ne peux pas avoir de comportements qui ne sont pas éthiques. Donc la fiabilité concerne l'éthique, le conflit d'intérêts, etc. Enfin, la conformité, qui est le dernier point. Se conformer à quoi? Regardez ce qu'il y a en haut, c'est le respect des directives internes et externes. Si je travaille dans un projet, je dois diriger, gérer, accompagner, mais en même temps en respectant les directives internes et externes de l'entreprise dans laquelle je travaille. Le deuxième principe, c'est celui de l'équipe. L'équipe, mais qu'est-ce qui va concerner l'équipe? Est-ce le choix des membres? Il y a un élément focal sur lequel se positionne le PMI, c'est celui de créer un environnement collaboratif pour l'équipe projet. L'idée de départ, c'est d'avoir une équipe projet qui travaille dans un environnement convivial, collaboratif. Et ça, c'est un élément clé. Lorsque nous travaillons dans une équipe, dans un environnement collaboratif et convivial, on se sent à l'aise et on donne le maximum. On s'investit, on travaille correctement et le résultat va se trouver amélioré, optimisé pour avoir un projet qui se termine finalement avec un livrable qui donne de la valeur à l'entreprise. Quel est le détail de ce principe au niveau du PMBOK? Premièrement, l'équipe projet est constituée de personnes dotées de diverses compétences, connaissances et expériences. Les personnes qui travaillent dans le projet ne sont pas les mêmes personnes, n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas le même niveau d'expérience, ne connaissent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes habitudes, n'ont pas l'habitude de travailler dans des projets de la même manière, n'ont pas la même expertise. Et c'est clair qu'ils ne vont pas voir les choses de la même manière. Chacun, selon son niveau de compétence, de connaissance et d'expérience, a une intervention dans le projet qui va différer entre lui et quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience. L'objectif commun, c'est avec toute cette diversité, c'est on atteint un objectif commun lorsque les membres de l'équipe travaillent ensemble plutôt qu'individuellement. On cherche à former une équipe, à fonder une équipe. Dans le PMBOK 6, dans la partie ressources, quand on parle de la partie ressources, il y avait une partie qui parlait de développement de l'équipe, de développement, de les faire travailler ensemble. Et il y avait un outil très important qui était le team building. Et je pense que là, c'est un élément clé. On essaye de bâtir un esprit d'équipe à travers un certain nombre d'activités. On essaye de rapprocher les membres de l'équipe. Cette notion de team building, pourquoi je l'associe à cette notion d'équipe? Parce que le team building, c'est un outil qui favorise la création d'un esprit d'équipe, alors que les gens ne sont pas forcément habitués à travailler avec les personnes qu'ils ont en face d'eux. Quand vous travaillez avec des personnes que vous ne connaissez pas très bien, il y a peut-être une mauvaise communication, une mauvaise compréhension des attendus de l'un et de l'autre, et souvent, quand on travaille ensemble, on ne se connaît pas de manière détendue, on se connaît
dans un cadre de travail où il y a parfois du stress, c'est peut-être un peu tendu, on n'a pas connu les personnes de manière amicale. C'est bien parfois de sortir du stress du travail et d'avoir un certain nombre d'activités conviviales pour bâtir cet esprit. Aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup d'entreprises, il y a des activités de détente qui sont programmées pour permettre aux gens de sortir du cadre du travail, peut-être aller prendre un petit déjeuner ensemble, peut-être faire un escape game ensemble et d'améliorer le relationnel entre les membres d'une équipe. L'idéal, c'est que cette équipe-là fonctionne en tant qu'équipe et pas, si on a 5 membres de l'équipe, c'est pas 5 membres de l'équipe qui travaillent dans l'équipe, c'est une équipe de 5 personnes qui travaillent ensemble. Donc c'est mettre en valeur cette notion d'équipe. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent la collaboration? Alors la création d'un environnement collaboratif, on peut avoir un certain nombre d'outils qui sont intéressants, notamment les accords de l'équipe. C'est un ensemble de paramètres comportementaux, de documents, de normes de travail et qui sont établis par l'équipe projet et qui doivent être respectés par l'engagement individuel et collectif. Prenons quelques exemples. Cette notion a évolué de PMBOK en PMBOK. Auparavant, on parlait de règles de base, par exemple pour les réunions. Lorsqu'il y avait une réunion et qu'on a des personnes qui doivent se réunir, il y a au moins quelques règles de base. Les gens doivent savoir qui prend la parole quand. Est-ce que tout le monde peut parler en même temps? Est-ce qu'il y a un ordre du jour ou pas? Donc on doit faire quelques règles communes pour qu'une réunion se déroule correctement. Puis après, à partir du PMBOK 5-6, on s'intéresse à la charte d'équipe. Donc c'est un document où l'équipe met en place des règles de fonctionnement, pas uniquement au niveau des réunions, mais au niveau de toutes les activités, comment se fait la prise de décision, comment se fait la gestion des conflits, comment on aborde une divergence d'opinion, comment on aborde un problème qui vient de se poser. Est-ce que j'attends la fin de semaine pour le soumettre ou est-ce que j'envoie un mail? Comment je fais? Donc le règlement de fonctionnement de l'équipe et de son comportement doit être géré par des documents, par des règles, par des normes sur lesquelles les membres de l'équipe s'engagent et les utilisent de la même manière. Deuxième élément, c'est la structure organisationnelle. À ne pas confondre avec la notion de structure organisationnelle des anciens PMBOK, dans laquelle on parlait de structure organisationnelle de l'entreprise, dans lequel on parlait de structure par exemple fonctionnelle, matricielle, orientée projet, et on parlait des différences entre ces différentes structures. Ce n'est pas le cas. Ici, on parle de structure organisationnelle de l'équipe projet. C'est la manière dont on structure l'équipe, dont on va organiser les rôles et les fonctions d'autorité. Comment est-ce que l'équipe est structurée et comment est-ce qu'elle fonctionne ensemble. Le dernier point, c'est les processus. L'équipe projet doit travailler ensemble sur les processus d'organisation de leurs tâches, de la répartition de leurs tâches. On doit sélectionner et définir les processus qui nous permettent de nous organiser dans le travail. Ça, c'est un élément important. Et pour optimiser tout ça, on doit s'intéresser à la répartition des niveaux d'autorité. Il ne faut pas oublier que la notion de redevabilité est importante. Et enfin, que tout le monde est responsable du travail qu'il fait. Troisième principe, et c'est un principe qui est très important et qui apparaît dans la plupart des PMBOK comme élément important. Dans les PMBOK de 1 jusqu'au numéro 4, c'est un élément qui était intégré dans la communication. Puis à partir du PMBOK 5, 6 et 7, ça devient un élément clé du PMBOK, c'est celui de partie prenante. Quel est ce principe? C'est impliquer les parties prenantes de manière efficace. Regardez comment le principe est écrit. Ce n'est pas impliquer les parties prenantes, mais les impliquer de manière efficace. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réunir les parties prenantes régulièrement, mais de les réunir quand on en a besoin. Si je dois les impliquer, ce n'est pas je les bombarde de mails ou je les spam, et les parties prenantes ne savent pas comment réagir à chaque fois. Si j'implique une partie prenante, cette partie prenante doit être impliquée à juste titre, au bon moment, avec le bon processus. Dans cette vidéo, j'ai glissé quelques questions lorsque le sujet était un peu confus pour pouvoir clarifier un certain nombre de choses. On va commencer dans les parties prenantes par une petite question. Les parties prenantes sont souvent externes, elles peuvent être internes ou externes, elles sont souvent internes, ou c'est le client ou les consommateurs. Ça veut dire que c'est soit souvent externe, donc il y a beaucoup de parties prenantes qui sont la plupart du temps externes,
elles peuvent être internes à l'organisation ou externes à l'organisation, sont souvent internes à l'organisation, donc c'est au sein de mon entreprise, ou c'est systématiquement le client et les consommateurs. Les parties prenantes ne peuvent pas être quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai posé cette question? Beaucoup de gens s'imaginent que quand ils ne s'y connaissent pas beaucoup en management de projet, qu'on associe des parties prenantes, par exemple externes, quand on dit qui est partie prenante dans un projet de développement dans une ville ou dans une région, on va nous dire c'est les associations de protection de l'environnement, par exemple. Oui, mais est-ce qu'il n'y a que les associations qui sont considérées comme des parties prenantes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations des parties prenantes? Qu'est-ce qu'une partie prenante? Finalement, cette question se pose en termes concrets, la définition, qu'est-ce qu'une partie prenante? Eh bien, la bonne réponse, c'est qu'elles peuvent être internes ou externes. Une partie prenante, c'est toute personne, organisme, structure, organisation, groupe qui peut affecter ou être affecté par le projet ou l'un de ses objectifs. Et cette définition a évolué dans le P1 Box 7 pour dire toute personne pouvant affecter, être affectée ou se croire affectée par le projet ou l'un de ses objectifs. Par exemple, si je travaille dans une ville et qu'il y a un maire qui s'investit dans le développement de sa ville et que mon projet va apporter un aspect positif, il peut s'impliquer de manière directe et ça devient une partie prenante de mon projet. À l'inverse, il y a des parties prenantes qu'on oublie souvent, c'est les end-users, c'est l'utilisateur final. Par exemple, je vais faire un projet d'amélioration du système ou des équipements informatiques de mon entreprise. On va acheter un certain nombre de matériel informatique pour mon entreprise. Les utilisateurs finaux, les gens qui vont utiliser ce matériel informatique, sont aussi des parties prenantes. Ils ne peuvent pas affecter le projet, mais ils vont être affectés par son livrable. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le détail dans ce principe? Premièrement, il s'agit d'impliquer les parties prenantes de manière proactive, de manière interactive, pas de manière asynchrone. Il faut les associer de manière synchrone. Quand il y a un souci, quand j'ai besoin d'eux, je les associe directement. Et dans la mesure nécessaire, je ne les implique pas plus que nécessaire. Moi, par exemple, je reprends mon cas de maire dans une ville, je ne vais pas lui donner le fichier des présents de mes ouvriers dans un grand projet, dans un grand chantier de la ville. Je vais lui dire, tiens, il y a un document important, voici les ouvriers qui viennent dans mon chantier régulièrement et voici ceux qui s'absentent. Il n'a que faire de ce document. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être un document qui trace l'avancement. Je suis sur un projet de métro dans une ville et j'ai des échéances très importantes. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être l'atteinte de ces échéances. Est-ce que je suis à 20% d'avancement sur le point A et le point B de la ville, la ligne de métro a bien avancé? Est-ce que le tunnel est fini? Est-ce que la pose de rail est finie? Est-ce que la signalétique est finie ou pas? Afin de contribuer à la réussite du projet et à la satisfaction du client. Donc là, l'objectif, c'est contribuer à la réussite du projet et satisfaire le client final du projet. Quels sont les éléments que je dois prendre en charge? Les parties prenantes. Premièrement, je dois considérer que les parties prenantes ont une influence. Les parties prenantes influencent les projets, les performances et les résultats. Si j'ai des fournisseurs qui ne remettent pas du travail à temps ou qui remettent du travail de mauvaise qualité, ça va influencer le résultat final du projet. Deuxièmement, il faut les impliquer. Et les impliquer de manière proactive. Les impliquer, ça ne veut pas dire juste les appeler. Ça veut dire savoir les motiver à participer. Parce que parfois, certaines parties prenantes ne se sentent pas directement concernées par le projet et je dois les ramener à participer activement au projet. Pourquoi? Pour finalement créer de la valeur. Je reprends cette notion de end-user ou d'utilisateur final. Quand on a une partie prenante qui va utiliser le livrable du projet, est-ce qu'elle va affecter le projet? Le plus souvent, elle va être affectée par le résultat du projet et on l'associe dans beaucoup de cas ou dans certains cas, ça dépend de l'état de maturité de l'organisation dans laquelle on fait le projet, on va l'impliquer de manière directe ou parfois on va la mettre à la fin, ils vont prendre le livrable, ils vont être devant le fait accompli. Oui, mais finalement, si on fait un projet pour aboutir à un résultat qui crée de la valeur, on doit s'inquiéter des parties prenantes concernées, ceux qui vont utiliser le résultat du projet comme le end-user, et aussi les gens qui vont faire le travail avec moi comme un département financier ou un département logistique qui va peut-être m'assister dans le travail. Le quatrième principe, c'est la valeur.
La notion de valeur, j'ai choisi l'image d'un bitcoin parce que c'est quelque chose dont la valeur diffère. C'est vrai que la notion de valeur dans un projet n'est pas une science exacte, c'est pas la valeur du projet et de temps. Chaque partie prenante va avoir une valeur différente à son projet. Et moi, dans le projet, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de me concentrer sur la valeur. La valeur, il s'agit finalement d'évaluer et d'ajuster, d'organiser constamment l'alignement du projet sur les objectifs de l'organisation. Donc si le projet est en train de diverger des objectifs de l'organisation dans laquelle il est fait, je dois faire le réalignement nécessaire. J'ai entamé un projet pour créer un produit nouveau qui va être sur le marché, pour distancer mes concurrents, pour faire une différence qualitative, et la technologie que j'utilise est maintenant très utilisée par les autres concurrents. Finalement, le projet tel qu'il est fait ne va pas apporter la valeur escomptée. Je vais changer de technologie, je vais peut-être innover, je vais rajouter des choses pour faire que le projet puisse toujours répondre aux objectifs pour lesquels il a été élaboré, ainsi que sur les bénéfices et la valeur escomptée. Quels sont les éléments sur lesquels je dois tenir compte? Premièrement, l'indicateur ultime de réussite du projet, c'est la valeur. Si le projet est réussi, c'est pas j'ai fourni un livrable qui correspond aux caractéristiques attendues. J'ai fourni un livrable qui apporte de la valeur. Si je crée un système au niveau de l'entreprise qui va améliorer la gestion, ce n'est pas le système en tant que tel, c'est pas le logiciel en tant que tel qui sera installé, qui sera considéré comme réussite. C'est si, quand je l'utilise, il va améliorer la gestion de l'entreprise. Il est créé tout au long du projet. Cette valeur n'est pas créée à un moment unique. On peut créer de la valeur à tout moment du projet. Ça veut dire qu'on peut créer de la valeur au fur et à mesure. La valeur peut être considérée de manière quantitative. Par exemple, dès que j'ai livré le logiciel, 20% des traitements X ou 20% de mes commandes seront traitées par un système informatique. Là, c'est du quantitatif. Au qualitatif, c'est quand je livre ce projet, il y a une amélioration de l'appréciation de mon client sur la qualité de mes services. Donc, il peut y avoir une appréciation quantitative ou qualitative. Et enfin, l'équipe doit toujours optimiser la valeur et se concentrer sur cette valeur. Un auteur américain très connu, qui est spécialisé dans le domaine de l'agilité, qui s'appelle Mike Griffith, dans son livre sur la préparation à la certification PMI ACP sur l'agilité. N'oublions pas que cette notion de valeur est très chère aux gens qui sont dans le management de projets agiles. Il donne un exemple, il dit quand on prépare un repas, quand on prépare un événement, et quand on prépare un menu pour un événement, on va se concentrer sur, il y a de la salade, il y a des entrées, il y a peut-être des plats, il y a peut-être du dessert. On va se concentrer d'abord sur le dessert. Pourquoi? Parce que ce qui va rajouter de la valeur, dans l'exemple qu'il donne, c'est peut-être sur cette notion de dessert que les gens vont focaliser plusieurs jours après. Quand on fait un événement qui contient comme élément essentiel un repas, un événement d'entreprise, et puis on va mettre un menu qui contient plusieurs éléments. 15 jours après, un mois après, les gens qui vont reparler de ce repas ne gardent en tête que les éléments clés. Certains peut-être vont se rappeler uniquement du dessert, d'autres vont se rappeler uniquement du repas. Certains vont se rappeler principalement de la musique, peut-être qu'il y avait un groupe musical. D'autres vont se rappeler d'une animation, on a ramené un humoriste qui fait une petite animation. D'autres vont se rappeler de l'ambiance. D'autres vont se rappeler de l'endroit, il y avait une très belle vue. On était au sommet d'une colline et il y avait une vue sur le reste de la ville. Donc, quand je dois créer un projet ou faire un projet, l'un des principes essentiels, c'est de me concentrer sur ce qui apporte de la valeur au client ou à l'utilisateur ou aux parties prenantes, principalement le client. J'optimise toujours cette valeur à la faveur du client, à la faveur du commanditaire du projet pour avoir un résultat qui répond aux besoins ou aux exigences pour lesquelles il a été élaboré. Passons maintenant à un cinquième principe qui n'est pas si évident que ça. L'appellation peut parfois être perturbante, c'est la pensée systémique. La notion de pensée systémique, c'est la notion de voir le projet comme un système. C'est reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système. Donc on considère qu'un projet est un système. Et puis dans la notion de pensée systémique, il y a une définition, on va dire commune, reconnue, qui définit la notion de système. On va essayer tout d'abord, avant d'aborder cette thématique, de voir qu'est-ce qu'un système. Et je vais vous poser la question suivante. Un système, c'est un ensemble d'éléments indépendants. Un système est un ensemble d'éléments interdépendants. Un système est un ensemble d'éléments ayant une configuration stable. Ou un système est un ensemble d'éléments instables.
Donc là, on voit bien que ce qui est commun, c'est qu'un système est un ensemble d'éléments. Ça peut être différentes choses. Ça peut être un système financier, un système digestif. C'est toujours un ensemble d'éléments. Est-ce que ces éléments sont indépendants? Est-ce qu'ils sont interdépendants? Est-ce qu'ils ont une configuration stable ou est-ce l'inverse? Est-ce qu'ils ont une configuration qui est plutôt instable? À votre avis, quelle est la meilleure réponse? Un système est un ensemble d'éléments interdépendants. Un système est un ensemble d'éléments en relation. Est-ce qu'il y a un système d'éléments indépendants? Oui. Si je prends l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, est-ce que les chiffres sont liés? Est-ce que si j'utilise dans une équation le chiffre 4, le chiffre 1 doit apparaître? Pas systématiquement, il n'y a pas de lien entre eux. Par contre, si je prends un projet et qu'il y a un coût du projet qui est en augmentation, ça peut avoir un impact sur les ressources. L'inverse, si j'ai une coupe budgétaire dans le projet, je ne pourrai pas utiliser le nombre de ressources que je voudrais. Donc tous les éléments du projet sont liés entre eux et il faut que le chef de projet ait cette notion et cette vision. Si je ne vois pas le projet comme un ensemble d'éléments qui sont reliés, il y a quelque chose que je vais rater. Dans le P1BOK 6 et les P1BOK qui précèdent, il y a une notion très importante qui apparaît, c'est la notion d'intégration. Un chef de projet doit intégrer, doit relier, doit coordonner les différents éléments du projet. Donc là, c'est une continuité de cette vision. Un chef de projet, s'il doit intégrer, c'est qu'il doit avoir la vision d'un projet comme un ensemble d'éléments qui sont tous reliés entre eux. La pensée systémique, il s'agit de reconnaître que le projet est un système, d'évaluer l'impact d'un élément sur l'autre et de répondre de manière globale aux dynamiques liées au projet pour améliorer les performances du projet. Premièrement, pour avoir cette notion de pensée systémique, il faut avoir quoi? Un système, il faut avoir premièrement une vision holistique. Peut-être que les gens ne connaissent pas tous ce mot holistique, c'est d'avoir la vision globale, the big picture, ou la vue d'hélicoptère. Si vous êtes sur un projet et que vous demandez des ressources à différents départements de l'entreprise et qui prennent du temps à vous répondre et ne vous donnent pas toutes les ressources dont vous avez besoin. Peut-être que dans mon entreprise, dans mon organisation, il y a un projet de déploiement important au niveau de tout le pays qui est prioritaire pour l'entreprise et tout le monde se concentre à lui fournir les ressources nécessaires. Et moi, mon projet est un projet, on va dire entre parenthèses, secondaire ou normal. C'est pour ça que les gens ne me donnent pas toutes les ressources nécessaires. Si je n'ai pas la vision large, il y a des choses sur lesquelles je vais passer à côté. Je ne vais pas comprendre l'ensemble des éléments qui concernent mon projet. Il faut toujours avoir la vue large, la vue globale pour pouvoir travailler dans un projet. Deuxième chose, un projet est un système. Un projet est un ensemble d'éléments qui sont reliés. Il y a le budget qui est lié au risque, il y a les risques qui sont liés aux ressources, il y a les ressources qui sont liées à la communication. Chaque élément du projet est relié avec l'autre élément. Si je touche le budget, ça peut avoir un impact sur les risques. S'il y a un risque qui apparaît, il peut avoir un impact sur la durée du projet. Si la durée est trop courte, je peux avoir un problème de ne pas pouvoir livrer tous les livrables du projet. Donc un projet est un système ou un ensemble d'éléments qui sont reliés. Un projet est un système dynamique. Il n'est pas statique. Nous sommes des êtres humains. Et l'être humain est connu pour évoluer constamment. Nous avons de nouvelles données qui rentrent tous les jours. J'ai des données nouvelles sur un matériau ou une matière qui coûte moins cher, qui est plus efficace que je pourrais utiliser dans mon projet. Je ne vais pas dire non, je vais rester sur mon plan, je ne vais rien changer. Un système, comme un projet, est un système dynamique. Est-ce qu'il y a des systèmes statiques? C'est possible. Mais dans le cadre du projet, comme il y a différents intervenants, ça change régulièrement. Et il faut être conscient que ça va changer régulièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre. On a fait un échéancier, on a fait un budget, ça va rester comme ça. Ça va avoir des impacts au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et enfin, un projet est ouvert. Si j'ai un projet, c'est qu'il y a d'autres projets dans l'entreprise. Si j'ai un fournisseur, c'est qu'il ne fait pas que mon projet. Est-ce que ce fournisseur ou mon entreprise, il y a d'autres projets, peuvent avoir un impact sur mon projet? Oui. On dit qu'un projet qui est un système est intégré dans un système plus large. On l'appelle métasystème. Un ensemble de projets, un ensemble d'opérations, un ensemble qui est beaucoup plus grand. Un ensemble d'acteurs. Moi, j'ai 3-4 acteurs dans mon projet, mais dans mon entreprise, il y a une vingtaine d'acteurs qui peuvent tout le temps intervenir et qui peuvent avoir un impact indirect sur mon projet. Donc, la pensée systémique, c'est avoir la vision globale et ne pas se dire « Ah tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'une coupe budgétaire me crée un nouveau risque et retarde le déroulement
du projet. Passons au principe numéro 6, le leadership. Le principe, c'est manifester des comportements de leader. Quand on parle de leadership ou manifester des comportements de leader, on ne parle pas systématiquement du chef de projet, parce que les comportements de leader peuvent être apparents et évidents pour le chef de projet, mais certains membres de l'équipe aussi peuvent manifester des comportements de leader. Donc là, on ne parle pas du chef de projet, on parle de l'ensemble de l'équipe. Comment se décline ce principe? Il s'agit de manifester des comportements de leadership et les adapter pour répondre aux besoins individuels et de l'équipe. Tout d'abord, un membre est un possible leader. Ce n'est pas que le chef de projet. Et là, il faut faire très attention à ce que la notion de leadership est différente de la notion d'autorité. Si un membre de l'équipe est motivé par une activité particulière, c'est une nouveauté technologique, on doit développer un composant du projet, et ce membre de l'équipe, ça fait 2 ans qu'il est sorti de l'université, avait dans son mémoire ou dans sa thèse, avait travaillé sur ce composant-là. Et il est très motivé d'appliquer ce qu'il a fait au niveau de l'université, au niveau de notre équipe. Il veut finaliser ce qu'il a commencé, il veut voir concrètement ce sur quoi il a travaillé durant ses années fac, et il veut le développer de manière concrète. Et il est très motivé pour faire ce travail. Pourquoi je vais lui interdire de prendre le lead dans cette activité et de le laisser travailler en restant calé sur les objectifs du projet, en restant calé sur les attentes du client, en restant calé sur les exigences du projet? Pourquoi ne pas le laisser prendre le lead? Il aime bien faire ça, il est très motivé, laissons-le faire la chose. Il y a une différence entre un leader et un boss. Un boss, c'est un chef qui donne des ordres. Un leader, c'est celui qui gère par l'exemple. Ça veut dire qu'il est impliqué, qu'il est en train de travailler et qu'il prend le lead. Moi, j'aime bien l'image dans les anciens films de guerre, lorsqu'il y a une guerre qui se déclarait au Moyen-Âge dans plusieurs pays du monde. Vous aviez parfois des boss ou des chefs il est juste derrière l'armée, il lui dit « Vas-y, je suis de tout cœur avec toi ». Donc il demande à son armée d'aller combattre l'ennemi, et lui, c'est son cœur qui soutient les combattants et les soldats. Puis vous aviez la deuxième version. Vous avez quelqu'un qui est au tout début de l'armée, c'est le premier, il regarde derrière lui et il demande aux gens de le suivre, et c'est lui le premier à foncer sur l'ennemi. Ça, c'est un leader. Il est en train de gérer, en même temps en train de donner l'exemple, en même temps en train de s'impliquer. C'est cette notion qu'il faut garder de leader. Un leader, c'est quelqu'un qui s'implique, qui prend le lead, mais qui s'implique et qui est directement dans l'action. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière en train juste de donner des ordres. Et là, s'il y a des membres de l'équipe qui veulent s'impliquer dans certaines actions, pourquoi pas? C'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de s'émanciper. Je ne vais pas brimer les gens et leur interdire de travailler sur des activités sur lesquelles ils aimeraient bien prendre le lead. Il y a aussi, derrière tout ça, la motivation et le comportement. C'est-à-dire que l'environnement du projet doit favoriser une vision commune, doit favoriser la créativité. On doit laisser les gens être créatifs. On ne doit pas dire non, on le fait old school, à l'ancienne, on ne doit pas toujours utiliser les nouvelles méthodes. L'enthousiasme, l'encouragement et l'empathie. Moi, je dois comprendre pourquoi les gens veulent prendre le lead. Si c'est quelqu'un qui a des problèmes avec le chef de projet, il aurait voulu être lui chef de projet, ça, s'il prend le lead régulièrement et pour dénigrer le rôle de chef de projet, ça c'est une chose. Ça, il ne faut pas l'accepter. Mais si c'est quelqu'un qui est très attiré par les challenges, il y a une nouvelle activité qu'on va faire, c'est très innovant comme méthode, je mettrai tel membre de l'équipe. Si c'est une activité beaucoup plus régulière, eh ben je la donnerai aux gens qui aiment bien être dans leur zone de confort. Je dois toujours motiver les gens parce qu'ils les motivent le plus. Je dois avoir au moins quelques connaissances dans les théories de motivation qui sont citées dans plusieurs PMBOK et qui sont citées à la fin du PMBOK numéro 7 pour savoir que le leader doit toujours modifier et adapter son comportement par rapport à tout cela. Et enfin, il faut adapter son style de leadership selon le projet. J'ai un projet sur lequel les délais sont serrés. Les membres de l'équipe sont des gens qui ont une connaissance moyenne du projet. Peut-être que je vais être un chef de projet avec un style de leadership transactionnel. Transactionnel, ça veut dire c'est comme si on faisait une transaction. Je leur donne des objectifs et on se revoit régulièrement pour voir si ces objectifs sont atteints. Je suis dans un projet où il y a beaucoup d'innovation. Je peux adapter un style de leadership transformationnel. Je vois dans les gens ce qui peut être une compétence cachée ou des choses qu'ils peuvent faire et je les pousse à faire ressortir cette compétence et à les transformer pour pouvoir faire un certain nombre
deux choses. Donc, j'accompagne les gens et j'adapte régulièrement mon style de management. Dans les projets agiles, on parle souvent de rôle de facilitateur du chef de projet. Donc là, j'ai des gens très compétents avec moi. J'essaye de faciliter le travail et de ne pas trop m'impliquer dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que la prise de décision sera de manière collégiale. Dans certains projets, c'est pas possible. Si vous avez un projet qui concerne plus la logistique où il faut transporter du matériel d'un point A à un point B, peut-être qu'il y aura moins de flexibilité et d'association des différents intervenants. Il y aura de l'association des gens qui vont travailler dans le projet, mais peut-être qu'elle sera faite à des points clés du projet. Donc, quand on va avoir un projet logistique lourd dans lequel il y a le transport d'une matière géographiquement située dans un pays A vers un autre pays, un pays B, donc là, on va être peut-être confronté au fait qu'on ne peut pas associer tout le monde, mais on va essayer de les associer régulièrement aux étapes importantes. On va questionner nos fournisseurs, questionner nos employés sur quelle est la meilleure méthode, comment qu'on pourrait faire. Mais ça ne va pas être de manière proactive, ça ne va pas être de manière régulière. Par contre, si on est en train de développer une solution informatique et qu'on travaille avec une équipe projet beaucoup plus réduite, et bien là, peut-être qu'on adoptera un style dans lequel la communication est régulière et la prise de décision, on va pouvoir être confronté à travailler ensemble sur la prise de décision de manière régulière. Le 7e principe, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est s'adapter par rapport à quoi ou adapter par rapport à quoi. Alors faites attention, ce n'est pas s'adapter, c'est adapter. Parce qu'il y a un autre principe qui va venir après qui concerne la notion de s'adapter. Là, c'est adapter. Adapter en fonction du contexte. Un projet n'est pas une recette qu'on va répéter de la même manière. On a fait un projet similaire la dernière fois, on a utilisé une méthode. Est-ce qu'elle est viable dans ce projet-là? Peut-être, mais elle ne va pas être appliquée de la même manière. Peut-être que les parties prenantes sont un peu différentes, peut-être qu'il y a un niveau de maturité plus grand, peut-être qu'il y a d'autres exigences, donc faire du copier-coller n'est pas quelque chose qui marche à tous les coups dans tous les projets. Peut-être qu'il va falloir faire copier, adapter, coller. Il ne va pas falloir faire du copiage directement. Le management de projet, ce n'est pas une recette qu'on applique tout le temps de la même manière. Sinon, il n'y aurait pas une discipline qui s'appellerait management de projet et on ne chercherait pas des compétences pointues chez les chefs de projet. On prend quelqu'un qui sait faire et il va répéter ce qu'il a appris directement. Non, on a besoin d'un chef de projet qui soit proactif, qui puisse s'adapter dans le contexte parce que les contextes ne se ressemblent pas. Même si on a l'impression qu'un projet ressemble à celui qu'on a fait auparavant, il faut toujours faire attention qu'il y a toujours des nuances. On a une nouvelle partie prenante, on a une nouvelle exigence, on a une contrainte, etc. Que nous dit le PMBOK sur ce principe? Il s'agit de concevoir une approche de développement du projet. Une approche de développement, donc on vise quelles sont les étapes dans lesquelles on va faire le projet. Dans certains projets, on commence par une charte, puis on fait un plan de management de projet, dans d'autres, on va commencer par un backlog, etc. En fonction de son contexte. Est-ce que c'est un projet agile? Est-ce que c'est un projet prédictif? Est-ce que c'est un projet fait qui est lié à un contexte financier qui est complexe? De ses objectifs, pourquoi on fait le projet? De ses parties prenantes. Si vous faites le même projet avec des parties prenantes différentes, par exemple, si vous faites un projet télécom avec une compagnie qui est essentiellement axée sur la téléphonie fixe, et vous faites le même projet avec une compagnie télécom, mais là qui fait beaucoup plus de mobile. Est-ce que c'est les mêmes contraintes? C'est deux compagnies télécom, mais qui ont des visions différentes de la chose. De sa gouvernance, de sa manière d'être gérée, de son environnement, en utilisant juste assez de processus, donc en utilisant le nombre adéquat, le nombre optimisé de processus pour obtenir les résultats souhaités, tout en maximisant la valeur, en gérant le coût et en accélérant le rythme. Donc l'adaptation, c'est quoi? C'est de savoir mesurer quels sont les processus qui s'adaptent à chaque fois dans les projets. Je dois adapter. J'ai une manière de faire, je ne l'applique pas telle quelle, je vois ce que je peux adapter. Par exemple, dans un grand projet, je vais peut-être estimer le coût des activités, et puis par la suite, je vais essayer de voir le consolider, le résultat global du budget du projet, puis je vais voir comment il va être réparti sur le temps. Et dans un autre processus, je vais peut-être estimer le nombre de ressources nécessaires. Donc je vais estimer les coûts et les ressources dans deux processus différents. Si je suis dans un tout petit projet, peut-être que l'estimation des coûts et l'estimation des ressources peut se faire dans le même processus. J'ai un projet qui nécessite 6 ressources, je ne vais pas faire l'estimation des ressources et l'estimation des coûts de manière séparée.
Je vais essayer de faire un seul processus d'estimation globale qui va me faire l'estimation des coûts et des ressources en même temps. Dès que j'estime la ressource, le coût me sort de manière automatique. Par contre, dans les très grands projets, c'est peut-être des processus qui sont totalement différents. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'un projet est unique, il n'est pas répétitif. Si le projet se répétait de la même manière dans les mêmes conditions, peut-être que je trouverai la bonne manière et que je trouverai le fameux fil d'Ariane qui me permet d'aller de bout en bout et que je peux répéter. C'est pas le cas. Un projet est unique et il ne ressemble jamais à un projet précédent. Même s'il y a des ressemblances parfois, on va toujours essayer d'étudier quelles sont les nuances. Maintenant, si c'est exactement la même chose, ça ne s'appelle pas projet, ça s'appelle une opération. Quelque chose qui se répète de la même manière dans le même contexte, ça ne s'appelle pas projet, c'est quelque chose de différent qui s'appelle une opération et je vais avoir du management particulier qui s'appelle management des opérations et je suis pas en management de projet. Si je suis en mode projet, si je suis face à un projet, même si j'ai l'impression qu'il se répète, c'est qu'il y a toujours des nuances. Donc un projet, si je suis en mode projet, c'est qu'il y a des nuances. Deuxièmement, il faut utiliser la méthode appropriée. Je ne peux pas faire du management de projet avec une méthode qui n'est pas appropriée. J'utilise des bases de données statistiques et je suis dans une organisation qui dispose d'informations statistiques sur les risques. Donc je peux travailler avec cette méthode, il n'y a pas de souci. Mais je suis dans une organisation qui ne dispose pas de statistiques suffisantes pour élaborer une matrice d'informations sur les risques. Je vais peut-être utiliser une méthode qualitative. Si j'ai beaucoup d'informations et que je suis face à des risques prioritaires, je vais utiliser une méthode quantitative. Si je suis face à des risques qui ne sont pas très importants et j'ai pas beaucoup de données statistiques, peut-être que c'est des démarches qui sont beaucoup plus qualitatives. Donc c'est toujours la méthode appropriée par rapport au type de projet ou au type d'éléments que je traite dans le projet. Et enfin, c'est une approche itérative. J'adapte régulièrement. Si j'adapte et que ça ne marche pas ou qu'il y a des modifications à faire ou s'il y a des mises à jour à faire, je le fais. Je ne me dis pas j'ai trouvé la méthode, voilà comment qu'elle est conçue, je vais l'appliquer telle qu'elle. S'il y a des soucis en cours de route, je dois changer, modifier ma méthode à chaque fois. Et toujours se dire, il faut toujours garder en tête que l'adaptation est importante. 8e principe, c'est la qualité. La formulation du principe, c'est garantir la qualité des processus et des livrables. Ça, ce n'est pas en soi une nouveauté. Le fait que ça devienne un principe, si. Mais dans les anciens PMBOK, on nous disait toujours, la qualité, c'est 2 choses essentielles. Premièrement, la qualité de la manière de travailler, la qualité des processus de travail. Deuxièmement, la qualité des livrables. Donc, quand on fait un projet, on doit être sûr que les processus qu'on utilise sont les bons. On n'utilise pas de mauvais process de travail. Je suis sur un projet très complexe et j'utilise un nombre restreint de processus, ça c'est pas une bonne chose. Et la qualité des livrables, finalement, quand on va livrer quelque chose, il faut s'assurer que c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le principe? Il s'agit de maintenir l'accent sur la qualité produisant des livrables. Là, on va s'intéresser à une chose, c'est que les livrables répondent à une attente. Je ne fais pas un livrable pour moi. Si je travaille dans un projet et qu'il y a un livrable à faire, c'est qu'il est fait pour une partie prenante, il est fait pour un client. Donc là, toujours, il faut se rappeler que la qualité produisant des livrables qui atteignent les objectifs du projet et répondent aux besoins, utilisations et exigences d'acceptation établies par les parties prenantes concernées. Il faut toujours se rappeler de ça. Il n'y a pas d'absolu dans la qualité, c'est toujours relatif. Relatif à quoi? Aux attentes, aux besoins des utilisateurs et aux exigences d'acceptation établies par les parties prenantes concernées. Quels sont les éléments clés de la qualité? Premièrement, il faut toujours voir qu'il y a des attentes des parties prenantes. Un projet, c'est une réponse à un besoin. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a des attentes des différentes parties prenantes. Certains éléments doivent être considérés, c'est que les parties prenantes ont des attentes parfois divergentes. Et ce n'est pas absolu, c'est toujours relatif. Je reviens à mon exemple de préparation d'un événement d'entreprise dans lequel on doit préparer un petit menu. On a un petit dîner pour un événement important, et supposons que dans les membres de mon personnel, il y ait des gens qui soient végétariens. Et je vais préparer le repas. Il y a des plats de viande qui sont plus ou moins sophistiqués où ça coûte très cher. Mais moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont végétariens, une majorité de végétariens ou de véganes. Est-ce que si je leur pose un plat de viande très bien fait avec un grand chef, est-ce que ça va leur plaire? Non. L'attente de la partie prenante, c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça corresponde à son attente. Toujours se rappeler qu'une partie prenante
Je ne vais jamais mesurer dans l'absolu. Ça, c'est bien, donc je vais la mettre pour la partie prenante. Je vais voir d'abord si la partie prenante en a besoin, si c'est une attente de cette partie prenante. Ça ne veut pas dire que systématiquement quelque chose qui est bien pour moi, elle sera bonne pour les autres. Donc, toujours se mettre dans cette perspective que je réponds à un besoin de quelqu'un et je dois comprendre ses attentes pour y répondre. Deuxième chose, il y a des exigences du projet ou du produit. Si je dois faire un plat, il y a par exemple des exigences sanitaires. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le matériel nécessaire que je vais me permettre de faire un projet dans des conditions d'hygiène exécrables. Je dois toujours veiller à la propreté et à la qualité hygiénique de mes produits utilisés. Les livrables doivent répondre à des critères d'acceptation. Là, on est en train de toucher l'un des deux éléments de la définition de la qualité, c'est livrable et processus. Le livrable doit répondre aux critères d'acceptation. La qualité, c'est de vérifier le livrable avant de le remettre à mon client. C'est une vérification en interne. Je vais vérifier qu'il répond aux critères d'acceptation avant de le donner à mon client ou à l'utilisateur final. Et là, on doit très bien discuter sur ce qui va être le critère ou l'élément qui va faire qu'il va être accepté. Moi, j'aime bien dans le domaine agile, on nous dit Definition of Done, DOD. Donc, qu'est-ce qui fera que ce sera fait ou que ce sera accepté? On doit s'entendre dès le départ avec les parties prenantes. Qu'est-ce qui va faire que ce sera accepté? Est-ce que c'est le fait que je le prépare? Est-ce que juste j'ai préparé un produit pour un client, il sera validé? Non. S'il y a des critères, on doit les écrire pour les vérifier nous-mêmes. Et puis avec le client, on va procéder à une deuxième vérification. Et enfin, vérifier qu'on utilise les processus appropriés. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si on est dans un projet complexe ou un projet plus simple, on n'utilisera pas le même nombre de processus et pas avec le même niveau de détail. Et on passe au 9e principe qui concerne la complexité. Comment est-ce que ce principe est rédigé? C'est se frayer un chemin dans la complexité. Il y a presque une dizaine d'années, PMI avait fait une édition spéciale sur un document qui s'appelle Navigate the Complexity. Donc naviguer dans la complexité, c'est quelque chose d'important dans le domaine des projets. Il faut faire la différence entre compliqué et complexe. Compliqué, c'est quelque chose d'entremêlé, des choses qui se chevauchent, quelque chose d'ambigu. Alors que la complexité, c'est plutôt l'intégration de plusieurs paramètres. Prenons un petit exemple pour différencier entre compliqué et complexe. Certains conflits politiques peuvent être très compliqués. Je prends un autre exemple pour définir la complexité. Ça fait quelques années auparavant, ça fait 20 ans auparavant, un téléphone mobile, ça servait à appeler, recevoir des messages et à recevoir des appels. Aujourd'hui, un téléphone mobile, c'est une télévision, c'est un appareil photo, c'est une caméra, c'est un ordinateur, etc. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs paramètres ne veut pas dire que ce soit compliqué, c'est plutôt un produit complexe, dans lequel il y a plusieurs éléments qui sont intégrés. Il faut voir la complexité de ce point de vue-là. Aujourd'hui, tout évolue. Auparavant, si je vais prendre un deuxième exemple, auparavant, dans les métiers du management de projet, on avait chef de projet et équipier de projet. Et peut-être quelques métiers. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent dans différentes disciplines. Déjà, dans le management de projet, il y a plusieurs métiers. Il y a le gestionnaire du risque, il y a le gestionnaire des délais. Donc, il y a le scheduler, il y a le cost controller, il y a le risk manager. Et puis on a un nouveau métier par exemple qui vient d'apparaître, c'est que lorsque le projet apporte des modifications, on a besoin d'un change manager, d'un gestionnaire du changement, qui va accompagner les parties prenantes qui nécessitent un accompagnement par rapport aux modifications, aux changements que va apporter le projet à leur vécu ou à leur manière de travailler. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce principe? Il s'agit d'évaluer et de gérer constamment, donc c'est toujours dans la proactivité, c'est toujours en continu, ce n'est pas une action unique. Ça se fait toujours de manière itérative. La complexité du projet, afin que les approches et les plans aident l'équipe projet à garder le cap tout au long du cycle de vie du projet. Donc là, on doit s'intéresser au fait de mesurer la complexité régulièrement et de voir s'il y a de nouveaux paramètres, je dois toujours adapter et modifier et réguler. Quels sont les éléments qui peuvent avoir un lien avec la complexité dans le projet? Le comportement humain, par exemple. Les groupes ou les fournisseurs ou les équipes avec lesquelles je travaille ont aussi parfois des intérêts personnels ou des intérêts liés à leur carrière et qui sont peut-être en contradiction avec le projet. Donc ça peut freiner cela. Le comportement du système. J'ai peut-être des coûts dans un projet qui sont liés à des fournisseurs et certains coûts sont en interne et il y a un lien direct entre ces deux éléments.
l'incertitude et l'ambiguïté. Il y a peut-être un certain nombre de risques, un certain nombre d'ambiguïtés sur certaines choses au niveau du projet qui peuvent avoir un impact. Et enfin, on peut être face à un projet qui est concerné par de l'innovation technologique. Donc tous ces éléments peuvent apporter des couches supplémentaires à la notion de projet et peuvent créer une certaine complexité. Est-ce que cette complexité est présente à une étape uniquement du projet? Non, ça peut être à tout moment, au début, au milieu ou à la fin. Elle affecte plusieurs éléments, donc on doit toujours avoir en tête la notion de système. Et enfin, l'équipe doit la réduire au maximum. On doit essayer de réduire le nombre de paramètres à gérer et pour essayer d'avoir une gestion optimisée du nombre de paramètres qu'on doit intégrer dans le projet. Passons maintenant au 10e principe qui s'intitule risque. Comment est formulé ce principe? C'est optimiser les réponses au risque. Cette notion d'optimisation est importante parce qu'on ne peut pas aborder le risque de n'importe quelle manière. On ne peut pas aussi faire des solutions qui sont très coûteuses alors que les risques ne sont pas aussi grands que ça. On doit toujours optimiser. Pour un petit risque, on doit avoir une solution qui convient. Pour un grand risque, on peut peut-être sortir le grand jeu. Mais tout d'abord, on va se poser la question sur qu'est-ce qu'un risque? Un risque est un événement aux conditions, c'est comme ça qu'il est défini dans le PMBOK. A, qui représente un danger. B, avec un possible impact négatif ou positif. C, avec impact négatif. D, avec une possibilité de perte financière. Là, il faut choisir une seule réponse, même si vous avez l'impression qu'il y en a 2 ou 3 qui sont justes, il faut choisir la meilleure réponse, celle qui donne la meilleure définition possible du risque. Donc c'est un événement aux conditions qui représente un danger. Donc il y a un impact négatif qui est le danger, avec un possible impact négatif ou positif, donc il y a peut-être du positif ou peut-être du négatif, avec un impact négatif systématiquement, qui n'est pas toujours un danger, donc il y a la différence entre danger et impact négatif, et enfin avec une possibilité de perte financière. À votre avis, quelle est la meilleure définition? N'oubliez pas qu'on est dans la définition d'un standard de management de projet. Et les différents standards ne définissent pas le risque de la même manière. Un risque est une incertitude, quelque chose qui risque d'arriver ou de ne pas arriver. Et dans ce cas, la meilleure réponse, ou la réponse, c'est la B. Est-ce qu'un risque est systématiquement un événement qui représente un danger? C'est sa survenance qui est un danger, c'est pas lui-même. Un risque est un événement incertain. Il y a la notion d'incertitude. S'il arrive, il peut provoquer un impact. Mais même s'il arrive, il peut ne pas provoquer d'impact. Prenons le cas d'un tremblement de terre. Est-ce que le tremblement de terre est un risque naturel? Oui. Est-ce qu'il peut survenir? Oui. S'il survient, est-ce qu'il peut ne pas avoir d'impact du tout? C'est possible. Est-ce qu'il peut avoir un impact négatif? Oui. La démolition ou la destruction d'immeubles. Est-ce qu'il peut avoir un impact positif ou négatif? Prenez le cas du Covid. Est-ce que le Covid est un risque naturel, sanitaire? Oui. Est-ce qu'il a eu un impact? Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact négatif? Oui. Il y a beaucoup de segments d'activité qui ont été touchés. Le tourisme, par exemple. L'aviation. Est-ce qu'il a eu un impact positif? Oui. Tout ce qui est laboratoires qui ont produit des vaccins. Les compagnies de télécom qui ont vu leur nombre d'abonnés ou l'utilisation des réseaux Internet vu le confinement augmenter. Donc le risque, c'est un événement aux conditions qui peut survenir, et s'il survient, il pourrait avoir un impact qui peut être positif ou négatif. Puisque c'est incertain, il peut avoir un impact positif. Donc là, il faut le gérer. Vous imaginez qu'un bon gestionnaire de risque va essayer de gérer ça de manière proactive et de favoriser les choses qui sont bonnes et de essayer de réduire les choses qui sont pas bonnes. On va essayer de voir dans la définition. Le risque, il s'agit d'évaluer constamment l'exposition au risque. On n'est pas exposé de la même manière au risque quand le temps passe. En général, on se dit que plus le temps passe, moins on a de risques. Par exemple, on avait 3 livrables à faire. Chaque livrable était lié à une dizaine de risques. Si j'ai livré les 2 premiers, donc il me reste une dizaine de risques au dernier. Logiquement, bien sûr, ça peut changer d'un projet à un autre, mais logiquement, le nombre de risques diminue au fur et à mesure de l'avancement
du projet. Alors que ce soit des opportunités ou des menaces, le PMI classe les risques qui ont un impact positif comme opportunité et les risques qui ont un impact négatif comme menace. Afin de maximiser les impacts positifs, donc le chef de projet cherche à faire remonter les choses qui sont bonnes et à minimiser les impacts négatifs sur le projet et ses résultats, notamment son livrable. Quels éléments je dois considérer? Premièrement, que le risque est quelque chose qui impacte le projet ou l'un de ses résultats. Il peut être positif ou négatif, il n'est pas systématiquement négatif. Je ne vais pas passer à côté d'un certain nombre d'opportunités. Par exemple, j'utilise dans mon projet un certain nombre de produits ou de matières premières et je compte les acheter dans 3 mois. Dans le planning initial, je suis censé les acheter dans 3 mois et il vient d'avoir une baisse spectaculaire du prix sur le marché. Je vais les acheter tout de suite. Si je peux faire un stock à moindre coût, je vais acheter tout de suite de la matière pour mon projet. Il y a différentes façons de gérer le risque. Et ces différentes façons de le gérer dépendent de la manière de gérer le risque par mon entreprise, ce qu'on appelle l'appétence au risque. Est-ce que je travaille dans une organisation qui est preneuse de risque, entre parenthèses ou pas? Vous avez parfois des organisations qui ne veulent pas prendre le risque. Dès qu'il y a une activité qui a un gain possible qui est important et qu'il y a au moins une partie de risque, ils ne veulent pas du tout s'engager sur ce type d'activité. Par contre, vous avez d'autres types d'organisations qui sont preneuses de risque, qui ont une certaine appétence au risque. Et enfin, les réponses au risque doivent être appropriées. Elles doivent être adaptées à l'importance du risque. Elles doivent être, entre parenthèses, rentables et réalistes dans le contexte du risque. Prenez le cas de, vous allez faire un voyage en voiture, sur un certain trajet. Vous allez faire 400 km en voiture. Qu'est-ce qui pourrait survenir comme risque pendant le trajet? Peut-être une crevaison, une roue qui pose problème. Est-ce que les constructeurs automobiles ont pris en charge ce risque? Oui, il y a une roue de secours dans la voiture. Il y en a combien? Il y en a une seule. Il y a un risque qu'on ait une crevaison en cours de route. La voiture comporte 4 roues, mais on n'en a qu'une seule. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs roues qui crèvent? Oui, c'est possible. Il est possible qu'on ait plusieurs roues qui posent problème. Mais on nous met une seule roue. C'est une réponse appropriée au risque. Systématiquement, statistiquement, si jamais il y a une crevaison, c'est une seule roue qui est concernée. Donc là, il faut avoir la solution appropriée. Ne pas toujours mettre, si on devait mettre 4 roues de secours dans une voiture, ce serait quelque chose de compliqué à gérer. Donc il faut toujours se dire que la réponse au risque doit être appropriée par rapport à ça. 11e principe, c'est l'adaptabilité et la résilience. Il faut faire attention, là, on n'est pas en train de répéter le mot « adapter » de tout à l'heure. Adapter par rapport au contexte. Là, c'est l'adaptabilité par rapport aux problèmes qui peuvent survenir ou aux changements qui peuvent survenir. Le principe est intitulé comme suit « Accepter l'adaptabilité et la résilience ». Les projets, quels qu'ils soient, finissent toujours par se heurter à des difficultés, des obstacles, des problèmes. La petite nuance, on peut dire ici, adaptabilité, c'est s'adapter par rapport au problème qui est survenu. Logiquement, quand on a une difficulté, un obstacle, si on devait les classer, on commence par la résilience. La résilience, c'est la capacité d'absorber les impacts d'un choc ou d'une difficulté et à la capacité à s'en remettre. Nous avons eu une sérieuse coupe budgétaire, et ben c'est notre manière de réagir à ça, c'est le fait de l'accepter, de passer à autre chose qui va être notre capacité de résilience. L'adaptabilité, c'est notre capacité à réagir face à l'évolution de ces conditions. C'est ce qu'on fait après. La résilience, c'est être capable d'absorber le choc et l'adaptabilité, c'est comment on réagit. J'ai une coupe budgétaire, je vais me concentrer et mon équipe, on va faire une séance de travail sans paniquer, sans avoir de stress. Là, c'est ce qu'on appelle la résilience. Puis on va se dire, non, on va supprimer des éléments du périmètre. Il y a certains éléments du livrable qu'on va enlever, qui sont secondaires pour le client. Ça, c'est l'adaptabilité. Donc, la résilience et l'adaptabilité sont complémentaires. C'est notre réaction face aux difficultés qui touchent au projet. Et j'aime bien cette image. Moi, je suis toujours fasciné par ces personnes qui peuvent peut-être perdre un membre, perdre un pied, et puis après, récupérer après ça et faire du sport de haut niveau. Donc là, c'est vraiment l'image qui représente l'adaptabilité et la résilience. Que nous dit le PMBOK 7 en détail sur ça? Il s'agit de renforcer l'adaptabilité et la résilience des approches de l'organisation et de l'équipe projet. Donc il y a les approches de l'organisation et il y a l'équipe qui est importante, afin d'aider le projet à s'adapter au changement. Là, on parle principalement, quand on dit changement, pas positif, lorsqu'il y a des choses qui sont négatives, à se relever d'un échec et à avancer. Donc là, c'est vraiment des éléments que je vais utiliser pour m'aider à mieux absorber les impacts d'un choc et à
aller de l'avant. L'adaptabilité, c'est ma réaction, comme je viens de le dire. Donc, c'est comment je réagis. Est-ce que je change ma manière de gérer, je change des processus, je modifie une méthodologie que j'utilise, je supprime un certain nombre de choses. L'adaptabilité, c'est ma réaction face à cette difficulté. Ma résilience, c'est ma capacité d'absorber le choc. C'est comment mes équipes réagissent. Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce que je les ai motivées suffisamment pour que dans les passes difficiles du projet, ça se passe bien? C'est lié un peu au moral aussi. Et enfin, l'accent est toujours mis sur le résultat. Ça veut dire que si je dois avoir de l'adaptabilité et de la résilience, c'est pour que finalement j'obtienne les résultats du projet. Donc je dois toujours m'adapter ou avoir une adaptabilité et une résilience des approches pour pouvoir faire face à cela et toujours livrer le résultat attendu. Et enfin, le deuxième principe qui concerne le changement. Le principe est écrit comme suit: favoriser le changement pour atteindre l'état futur envisagé. Il est vrai que quand on a des activités de projet ou des activités professionnelles en général, on est souvent face à des modifications, à des changements, un système qui a été mis en place récemment, une nouvelle méthode de travail, et on sort de notre zone de confort et on va vers quelque chose qui est inconnu. On va ouvrir une porte qu'on ne connaissait pas avant, on va entrer dans un monde qu'on ne connaît pas. Et je vais vous poser la question suivante qui va paraître simple. Une question d'examen PAP m'a inspiré pour cette question. L'une des compétences essentielles en management de projet, c'est l'accompagnement du changement, la résistance au changement, l'élimination des causes du changement ou la non-réaction au changement. Donc l'une des compétences essentielles en management de projet face au changement, c'est accompagner ce changement, résister à ce changement, éliminer les causes racines, les causes initiales derrière ce changement, ou ne pas réagir du tout au changement. À votre avis, quelle est la meilleure réponse ? Eh bien, la bonne réponse, c'est l'accompagnement du changement. La résistance au changement ou l'élimination de ses causes, un projet où le milieu professionnel est fait de changement. Il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle démarche, il y a une nouvelle manière de faire, elle se répand, on prend l'habitude, on est dans notre zone de confort, et quelques années après, on a une nouvelle méthodologie, une nouvelle méthode de travail, un nouvel outil qu'on utilise. Les choses qu'on faisait sont automatisées maintenant et je dois me concentrer sur une autre partie de mon métier. Donc les changements sont des choses qui sont récurrentes dans le travail et l'une des compétences que je dois avoir en tant que manager, manager de projet ou manager d'entreprise, c'est d'accompagner le changement, d'aider les gens à passer ce cap-là parce qu'on n'est jamais à l'aise en dehors de notre zone de confort. Que nous dit le PMBOK sur cet aspect-là? Donc là, le changement, ça concerne, vous imaginez, parer à la résistance face au changement. Donc il s'agit principalement de facteurs humains. Il s'agit de préparer les personnes concernées par quoi? Par le changement, à adopter et à maintenir des comportements et des processus nouveaux et différents nécessaires à la transition. Donc je n'utilise pas n'importe quel changement, je ne le fais pas pour le plaisir, sauf si c'est nécessaire à la transition entre l'état actuel et l'état futur escompté créé par les résultats du projet. Nous sommes dans une entreprise qui va installer un nouveau système de gestion financière. L'ancien système de gestion financière était bon, il a fait ses preuves, ça fait 10 ans qu'on est dessus, on le connaît très bien, on le maîtrise, mais il y a des nouveautés technologiques et de nouvelles activités de l'organisation qui nécessitent de passer à un autre système financier ou à un autre programme ou à un autre logiciel de gestion financière de l'entreprise, un nouveau système logiciel de gestion des activités financières. Peut-être que les gens se sentiront mal à l'aise de passer d'un système qu'ils connaissent très bien vers un système qu'ils ne connaissent pas. Et ils voient que c'est peut-être un peu plus complexe que l'ancien système. Ils ne vont pas accueillir favorablement ce changement. Il faudra les préparer par le biais de formation, de sensibilisation, d'accompagnement et leur expliquer surtout pourquoi on va faire ce passage et les accompagner. Ne pas les lâcher dans la nature, leur dire « Tiens, c'est une décision de la direction générale, on va passer vers un nouveau système et ça s'arrête là. » Non, il faut toujours être dans l'accompagnement, dans l'explication, dans la sensibilisation et dans la formation pour savoir utiliser ce nouveau système.
quels sont les éléments clés de l'accompagnement au changement? C'est d'abord que ce soit une approche structurée. Je ne peux pas dire aux gens qu'il y a des changements qui viennent et moi-même avoir une approche entre parenthèses brouillon. Comment on va l'aborder? Je sais pas. On va faire ça et peut-être si ça marche. Non, il faut avoir une approche structurée. On va en même temps commencer une sensibilisation et puis on va faire la formation, premièrement des personnes qui sont les premières concernées. Puis après, on aura le reste de l'entreprise qui sera formée. Donc avoir une vision, une organisation qui est totalement structurée. Le changement peut avoir une source interne ou externe. Donc, si c'est externe, ça peut être plus délicat peut-être à gérer. Peut-être qu'il y a une nouvelle loi qui va nous imposer un certain nombre de modifications dans la gestion de l'entreprise ou dans la gestion de nos projets. Une source interne, ça peut être une décision à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faut comprendre d'où vient ce changement et pourquoi on le fait. Un changement, ça peut être difficile. Cet élément est un élément clé, il ne faut jamais l'oublier. Un changement n'est pas facile pour tout le monde. Même si moi, je connais l'importance de ce changement pour l'entreprise, les autres parties prenantes peut-être n'en sont pas conscientes. Et dès que vous dérangez la zone de confort de quelqu'un, il va se sentir mal à l'aise et il va peut-être vous faire de la résistance à travers le fait d'influencer ses autres collègues de travail. Si vous avez quelqu'un, une partie prenante clé, qui n'est pas très motivée par le changement, elle peut faire basculer les parties prenantes pour leur dire non, on va essayer de résister. Donc il n'y avait que lui qui résistait au départ et il va peut-être attirer vers lui les autres parties prenantes qui vont elles aussi résister et ça va bousiller le changement qu'on est en train de faire. Le changement prenne beaucoup de temps. Si on fait énormément de changements dans un temps très court, ça va fatiguer les gens et les gens ne vont plus suivre. Il faut toujours se dire que s'il y a un changement, il faut lui accorder le temps nécessaire pour prendre prise. Si on le fait trop rapidement et qu'il y a beaucoup de changements en même temps, ça ne marchera jamais. Et enfin, il faut motiver les gens à aller vers le changement. Il faut leur expliquer pourquoi on fait le changement. Ce n'est pas on a décidé, je me suis réveillé ce matin, j'ai décidé, puisque j'ai le pouvoir au niveau de l'organisation, de changer les choses. Donc j'ai décidé d'implanter ce changement. Si je n'ai pas d'explication à apporter, les gens ne vont pas être avec moi, ils ne vont pas accepter ce changement. Il faut motiver les gens dans le cycle de vie du projet et accompagner les gens correctement en les motivant de manière adéquate. Ces 12 principes qui sont dans le chapitre 3 du standard du PMBOK 7 sont considérés par PMI comme les 12 principes du management de projet. Maintenant, ils sont propres au standard PMBOK. Mais rien n'empêche de les utiliser dans les différents métiers du management de projet ou dans la discipline du management de projet parce que le PMBOK reste quand même une référence importante.